Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. 20h politique, l'actualité politique du jour qui, aujourd'hui, va nous emmener du côté de New York, où le président Macron atterrit, vient assister à l'Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de l'État. Rencontre prévue dans un instant, enfin dans quelques minutes plutôt, avec Donald Trump. Le discours devant une centaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est demain, nous serons dans un instant direct de New York avec Thierry Arnaud, le président aux États-Unis, et les troupes du président, les députés de la République En Marche, qui sont en séminaire pour 24 heures, sur 2 jours, du côté d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. En fait, il s'agit pour les élus d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux travailler ensemble, parce que la rentrée sociale va être difficile et qu'il faut porter la parole présidentielle sans voix dissonante. La rentrée sociale, justement, nous allons y venir. Les routiers, la CGT, France Insoumise, les routiers aujourd'hui, la CGT jeudi, France Insoumise samedi. Comment est-ce que le gouvernement compte tenir bon face à ce vent de face social qui arrive contre la réforme du travail? Nous en parlons avec Routel Krief, Apolline de Malherbe et avec Laurent Neumann. Et puis nous reviendrons aussi sur les histoires du Front National, avec un séminaire aussi pour le Front National. Quelle ligne, les querelles de personnes, et puis la fameuse affaire du Couscous Gate, c'est pas une blague, hein, là, autour de Florian Philippot. Voilà pour le menu du jour. Et puis comme tous les soirs, on attend vos réactions avec le hashtag 20HPol. C'est vous qui réagissez sur Twitter. Direction New York, où nous retrouvons Thierry Arnaud, le chef du service politique de BFM TV, sur place. Donc New York, siège des Nations Unies, à la veille, Thierry, de l'Assemblée Générale, au cours de laquelle une centaine de chefs d'État et de gouvernement vont prendre la parole. Le président Macron doit arriver d'ici quelques minutes. Quel rôle entend-il jouer, justement, Emmanuel Macron, au cours de cette Assemblée Générale ? Alors d'abord, Alain, c'est important de souligner que ce sera évidemment la première Assemblée Générale des Nations Unies pour Emmanuel Macron. C'est important de le dire. Vous savez, ici, les Américains aiment bien dire qu'on n'a jamais de deuxième chance de faire une bonne première impression. C'est une façon de dire qu'évidemment, il ne faudra pas qu'il se loupe, le président français. Cette visite, elle intervient, disait Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, aux journalistes ce matin, dans un contexte, dans un moment critique, disait-il, sur la scène internationale, avec de multiples foyers de tension, potentiellement très inquiétants, et d'autant plus inquiétants, disait Jean-Yves Le Drian, que on assiste à une remise en cause sans précédent du multilatéralisme, c'est-à-dire en gros de la volonté de se mettre tous ensemble autour d'une table pour résoudre les grands problèmes du monde. Il ne le nomme pas, mais celui qu'il a en ligne de mire quand il dit ça, Jean-Yves Le Drian, c'est évidemment Donald Trump. Alors pour répondre à votre question, eh bien très simplement, ici Emmanuel Macron, Alain, cherchera à être celui qui est la voix, une des voix fortes en tout cas, qui va défendre le rôle d'institutions comme les Nations Unies, le rôle du multilatéralisme face à la montée des tentations d'isolationnisme, de nationalisme qu'il considère comme extrêmement dangereuses et néfastes pour l'avenir du monde. Oui, mais alors, quels sont les dossiers dominants durant cette Assemblée Générale, Thierry ? Alors, il y en aura évidemment beaucoup, Alain. On pense d'abord à la Corée du Nord et à ses essais nucléaires. Il y aura parallèlement à cette Assemblée une réunion du Conseil de sécurité jeudi. C'est un dossier qui inquiète beaucoup, bien sûr, et qui sera au cœur de toutes les conversations, à commencer naturellement par celle qui se déroulera dans moins d'une heure maintenant entre Emmanuel Macron et Donald Trump. L'Iran est un sujet dont on parle beaucoup ici à New York, Alain. Pourquoi ? Eh bien parce que toujours le même Donald Trump remet en cause, ou en tout cas semble vouloir le faire, l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, un accord qui évidemment, s'il perd le soutien des États-Unis, pourrait devenir caduc. C'est un gros sujet de conversation. On parlera beaucoup du climat aussi ici, avec la tentative de lancement d'un pacte mondial pour l'environnement soutenu par Emmanuel Macron et organisé par le secrétaire général des Nations Unies. Et puis il y a tous les foyers potentiels de déstabilisation, tous ces pays qu'il faut essayer de remettre sur des rails un peu plus solides, un peu plus durables. On pense évidemment à la Syrie, à l'Irak, à la Libye. Tout ça, ce sera au cœur des conversations entre les chefs d'État et de gouvernement. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, aussitôt qu'il aura quitté Donald Trump, ira rencontrer le président iranien Rouhani. Justement, on imagine que les caméras vont beaucoup regarder ce président français dont c'est la première apparition, mais on va guetter aussi Donald Trump, parce que s'il est bien une personnalité imprévisible, c'est bien le président américain.
Oui, totalement, Alain. Et lui, d'ailleurs, aussi, c'est sa première Assemblée Générale des Nations Unies. On l'a entendu ce matin venir un peu ici faire la leçon et expliquer qu'il fallait les réformer en profondeur, ces Nations Unies. Alors, Donald Trump, c'est intéressant, on entend deux choses qui sont en quelque sorte un peu contradictoires, mais qui sont vraiment dans tous les esprits de ceux qui analysent le comportement du président américain. On nous dit, nulle part, effectivement, il est totalement imprévisible. Il peut dire n'importe quoi, ou presque. Il peut faire des propositions qui provoquent l'incrédulité, évidemment, de tous les diplomates qui seront dans la salle demain, mais parfois même la surprise de ses propres conseillers. Et en même temps, il donne parfois le sentiment de savoir jusqu'où il ne peut pas aller trop loin, Donald Trump. Il avait par exemple promis de mettre la capitale, l'ambassade des États-Unis en Israël, de la mettre à Jérusalem. Il ne l'a pas fait. Il avait promis de dénoncer un accord de libre-échange qui concerne toute l'Amérique du Nord. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait modifier. Sur les essais nucléaires nord-coréens, il a promis le feu, la furie. Pour l'instant, il n'a rien fait de tout ça. Bref, on a le sentiment qu'il est beaucoup dans la provocation, mais que finalement, quand le moment devient crucial, on peut aussi lui faire entendre raison. Alors lequel des deux Donald Trump on entendra dans un peu moins de 24 heures maintenant à la tribune des Nations Unies? C'est évidemment la question que tout le monde se pose ici. Thierry Arnaud en direct de New York pour BFM TV. Alors, c'est vrai que les Français avaient bien aimé les premières sorties internationales quand même du président Macron. Bon, c'est pas pour ça qu'il n'a pas dégringolé dans les sondages, mais ça c'est autre chose. Mais la poignée de main face à Trump, la réception de Vladimir Poutine, la manière de dire les choses. Enfin bon, aux Nations Unies, on est dans un exercice imposé, on va peut-être pas en attendre grand-chose, non, Apolline? C'est beaucoup plus formel, beaucoup plus formel. C'est-à-dire d'abord, il n'a pas le choix du décor, Ouais. alors que vous l'avez remarqué, pour Vladimir Poutine, comme pour Donald Trump, il les a accueillis avec grand faste. L'un, il y a eu la Tour Eiffel, le dîner à la Tour Eiffel avec Donald Trump, il y a eu Versailles pour Vladimir Poutine. Là, pour le coup, c'est très sobre, c'est le pupitre des Nations Unies, et c'est là que tous les chefs de gouvernement passent les uns après les autres. Donc c'est forcément un lieu, je dirais, Un discours d'un quart d'heure. beaucoup plus cadenassé. Mais cela dit, c'est un espace dans lequel il peut exprimer une véritable voix de la France. Et donc il faut l'écouter avec beaucoup d'attention. On se souvient du Make Our Planet Great Again. Donc on peut imaginer qu'Emmanuel Macron trouvera une formule demain. Mais on dit, les mots, c'est bien, mais ce qu'on attend surtout à la limite, si on veut poser sur la scène internationale, ce sont des actes, qu'il y ait quelque chose de concret qui ait lieu derrière. Son discours portera, théoriquement, il va beaucoup aborder les questions de terrorisme, les questions de climat et les questions d'éducation. Et notamment, Brigitte Macron, qui l'accompagne, aura aussi un programme en termes d'éducation parce qu'il y a une volonté de marquer aussi ce terrain-là pour la France. Ensuite, c'est sûr que c'est ce qui va se passer, c'est surtout dans les entretiens bilatéraux. C'est ce qui va se passer avec Donald Trump, avec Rouhani, le président iranien, et avec ce qui va apparaître comme la voix de la France, une voix de la France retrouvée. Donc, si vous voulez, je pense que demain, c'est important. L'important, c'est de ne pas être mauvais demain. De continuer d'imprimer la marque. Oui, c'est ça. Il faut qu'il reste bien clair. Il ne faut pas qu'il donne l'impression d'être un Trump qui fait tout et son contraire ou il dit tout et son contraire. Il faut qu'il continue à imprimer sa marque. Et il faut qu'il soit assez bon pour continuer à exister sur cette scène. Il est regardé par le monde entier. Donc, c'est important. Mais après, que ce soit un rendez-vous suivi des faits, non. Le discours de l'ONU, c'est une proclamation. C'est un moment historique éventuellement, mais c'est plutôt quand on est dans plein conflit comme pendant la guerre d'Irak. Mais c'est un moment où il ne faut pas se rater, quoi. Où il ne faut pas être à côté de la plaque. Donc, il faut être au rendez-vous. Sachant que c'est un message qui est envoyé au monde, à l'opinion. On se dira, on peut être fier de notre président de ce qu'il a dit à la tribune des Nations Unies. C'est ça qui doit ressortir, en fait. Ouais, il se trouve que cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'un des co-auteurs du discours qu'il va prononcer demain. Et je peux vous dire que ce discours, il a fait des allers-retours entre ses co-auteurs, Sylvain Faure pour le nommer, et le président de la République, parce que c'est un moment extrêmement important. Autour de deux idées majeures. Le multiculturalisme, c'est une idée qui parle à tous les pays qui sont présents à l'Assemblée Générale de l'ONU. On parle avec tout le monde, on ne se fâche avec personne. Le multilatéralisme. Ou en tout cas le multilatéralisme, pardon. Et deuxième sujet, la France n'a pas vocation à être une puissance moyenne. La France a vocation à être une puissance. Et c'est pour ça que c'est important ce discours, parce que lorsque la Grande-Bretagne sera sortie de l'Union européenne, eh bien la France restera le dernier pays au sein du Conseil de sécurité à représenter l'Union européenne. Si vous ajoutez à ça que c'est à peu près le seul pays en Europe à avoir une armée capable de se projeter sur des théâtres de guerre, ça veut dire que la France
peut peser aux Nations Unies. Et voilà l'idée qu'il va essayer de faire passer, en tout cas ce dont je suis sûr, c'est que ce texte-là, il est peaufiné à la virgule près, parce que oui, comme le disait Thierry il y a un instant, il ne peut pas se rater. Donc on vivra d'ailleurs les images de l'arrivée du président de la République sur BFM TV. Nous écouterons bien sûr le discours demain, toujours sur BFM TV. Alors on me dirait que New York, c'est loin d'Aubervilliers. C'est sûr. Mais ce qui se passe à Aubervilliers, c'est aussi très important et j'imagine qu'on tient le président au courant de cette réunion des élus, des députés de La République En Marche. C'est Nicolas de la Barrère qui est sur place pour BFM TV parce que c'est un séminaire important. Il s'agit de régler la partition de tous ces députés qu'on a beaucoup critiqués au début de l'été. Quel est donc le but fondamental, le but profond de ce séminaire alors, Nicolas ? Eh bien, le but, Alain, c'est de renforcer la cohésion de groupe au moment où la majorité s'apprête à faire passer des réformes pas forcément populaires et où il va falloir faire bloc. Dans ce groupe, La République En Marche, il y a plus de 300 élus, dont beaucoup de novices en politique qui n'ont pas la longue expérience de militantisme en commun qu'on peut avoir au PS ou chez les Républicains, par exemple. Il faut donc déjà que ces députés se connaissent entre eux. C'est pourquoi ils ont participé à des ateliers aujourd'hui en petits groupes, 4-5 personnes qui ont pu échanger, participer à des jeux de rôle même. C'est un petit peu le même fonctionnement que dans des entreprises. D'ailleurs, c'est assumé par le mouvement. Des spécialistes du management ont été sollicités. Et puis, au-delà de cette séance de team building, comme on dit, l'idée, c'est aussi de donner des clés aux députés. Comment déposer un amendement efficacement, comment travailler en commission, comment être entendu. Ces députés ont pu échanger sur leurs difficultés de début de mandat. Ils vont pouvoir le faire ce soir avec des ministres, puisqu'on a vu passer déjà Bruno Le Maire, Nicole Belloubet ou Benjamin Griveaux. Édouard Philippe est aussi attendu, il doit prendre la parole. Et puis le patron des députés En Marche, Richard Ferrand, critiqué pour sa discrétion cet été, vient accueillir tour à tour ses membres du gouvernement, manière de montrer que tout s'articule désormais correctement dans la majorité. Nicolas de la Barrère à Aubervilliers pour BFM TV. J'ai retenu une expression. On va faire du team building, construire une équipe. Non mais attendez, on est à un séminaire de cadre sup d'un groupe international. Totalement. Ou on est à un séminaire politique alors on a les éléments de langage. C'est la culture de l'entreprise et des écoles de commerce. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Et pourquoi pas? C'est-à-dire que ce sont 300 personnes qui ne se connaissent pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, ils sont obligés de faire connaissance, de vivre ensemble des expériences et tout. Parce que c'est vrai qu'ils ne se connaissent pas. C'est surréaliste. C'est pas un parti politique pour le moment encore. Ils ont des points communs, ils ont le programme, mais ils ont un homme. On n'a pas affaire à des commerciaux d'un groupe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça ne me choque pas qu'ils aient des méthodes de management parce que c'est un groupe et donc c'est une structure. Mais ce qui est assez effectivement surréaliste, c'est qu'il y a 300 personnes d'un parti de la majorité qui se connaissent à peine et dont la seule colonne vertébrale, c'est leur obédience au grand patron, au grand boss, qui est Emmanuel Macron. Ouais. Donc la question, c'est de créer les idées, de construire le fond, plus que le team building. Même si c'est du team building, ça ne me dérange pas. Moi, l'utilisation de ces termes, ça me choque pas. Je note, team building, vous en avez d'autres en magasin? Coworking, bah oui, brainstorming. Oui. Et tout cela, ça sera fait aujourd'hui dans l'idée d'une start-up audacieuse avec des petits jeux, un apéro convivial. Non, on leur a distribué des couleurs, mais oui, chaque équipe a une couleur. Ils ont fait des petits jeux, il faut parler de soi, dire spontanément les mots auxquels on pense. Et puis, ce soir, en ce moment même, pendant qu'on se parle, il y a l'apéro convivial. Et alors, l'apéro convivial, chaque député a été invité à apporter une petite spécialité de sa région. Donc, il y a le Tour de France des députés et ils doivent repartir en disant waouh, waouh. Non, vraiment, les spécialistes qui ont organisé ce séminaire disent que l'esprit, ça doit être waouh. Comprenez donc, waouh, c'est trop extra d'être membre de La République En Marche et d'être député. Je vais être obligé d'atténuer un peu ce que dit Apolline, parce que ce qu'elle vient de faire, c'est le programme d'aujourd'hui et de ce soir. Le plus intéressant, honnêtement, c'est ce qui va se passer demain. Parce que dans les semaines qui viennent, il y a le projet de loi antiterroriste, le projet de loi de finances, il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Demain, on va leur expliquer comment doit fonctionner un groupe, quelles idées défendre, comment travailler en commission, comment déposer des amendements. Mais comme ils auront vécu aujourd'hui des moments complètement together we win, et ben du coup ils seront bien meilleurs. Il fallait les mettre en treillis, leur faire Moi j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron le vit pas comme ça. Il a besoin d'une majorité absolument soudée parce qu'ils peuvent pas se rater sur ces moments-là. Le budget et la sécurité sociale. Voilà. Que les 2 mois passés ont quand même globalement. Mais parce que c'était pas un parti, c'était des individus qui ont été
été élus sur une étiquette. Ils venaient. Oui, mais c'est ça. La question, c'est de construire un véritable parti. Enfin, ils veulent pas ce mot, ils veulent pas tout ça. Ok, c'est leur problème. Mais la vérité, c'est qu'un parti politique, c'est une structure de délibération, c'est une structure démocratique dans laquelle des décisions sont prises collectivement. C'est ça qu'il faut qu'ils trouvent. Et après, ils peuvent s'appeler team building, coworking et tout ça. Moi, ça me pose pas de problème. L'important, c'est que les décisions, quand elles sont prises, elles sont représentatives d'un groupe et que ce soit démocratiquement pris, que ce soit pas un seul homme qui a décidé qu'il faut qu'ils appliquent. Et il faut vendre le travail sur les plateaux, quoi. Voilà, donc c'est qu'il soit bon et qu'il fasse le job d'un parti politique. Ils appellent ça comme ils veulent, ça m'est égal. Mais il faut qu'ils se construisent, il faut qu'ils soient cohérents, il faut qu'ils soient un peu plein de sens et un peu de contenu. Et donc c'est là qu'ils seront existants. Après, s'ils le font avec des méthodes de start-up, ça me choque pas. Et j'ajoute à ce que dit Ruth, personne n'a oublié quand même qu'il y a des manifestations et qu'il y a un opposant dont on dit que c'est le premier opposant de France, Jean-Luc Mélenchon, qui parie sur le fait qu'Emmanuel Macron n'ira pas au bout de son mandat. Il fait tout ça. Et lui aussi, il fait tout autant de jeux, de rôles, de mise en scène. Donc, des deux côtés, ils savent parfaitement utiliser la mise en scène. Et en réalité, d'ailleurs, plus du côté de Mélenchon que du côté des Rassemblements en marche. Et donc, ils ont besoin justement d'être plus capables d'innover, d'être à l'aise. Il faut d'autant plus que cette majorité soit soudée. Vous utilisiez le mot commerciaux. En quelque sorte, ils doivent être davantage commerciaux, c'est-à-dire effectivement savoir vendre la marque et pouvoir défendre leurs idées. Il faut qu'ils soient de leur temps avec des méthodes qui parlent à des électorats de toute génération, y compris des jeunes actifs. Donc pourquoi pas? D'autant que les vents mauvais commencent à souffler, les vents contraires. On a eu les vents porteurs pour l'élection, puis là maintenant ce sont les vents contraires. Et les vents contraires, c'est par exemple les routiers aujourd'hui qui vont discuter avec Muriel Pénicaud en leur disant bon, faut trouver un terrain d'entente, sinon lundi prochain, nous, les bahuts, ils sont en travers des routes et devant les dépôts pétroliers. D'autant que jeudi prochain, c'est la CGT. D'autant que samedi prochain, c'est l'appel de la France Insoumise à manifester avec, au cœur de la cible, la réforme du Code du travail. Donc, mon cher Laurent Neumann, comment est-ce que l'exécutif va sortir de ces rafales de vent? Et puis vous pouvez rajouter, effectivement, vous l'avez dit, les routiers, les cheminots, les retraités, et puis la fonction publique, première grève unitaire depuis 10 ans. Donc c'est le pari qu'a pris Jean-Luc Mélenchon et sans doute Philippe Martinez de la coagulation des contestations. La question, c'est comment on sort de ça. Et là, ce matin, Gérald Darmanin a quand même annoncé qu'on ouvrait une concertation de 3 mois sur le modèle de Muriel Pénicaud à propos des ordonnances sur la réforme du Code du travail pour 3 mois pour la fonction publique. Donc j'imagine que s'il y a concertation, à l'issue de cette concertation, on va sans doute lâcher un certain nombre de choses aux agents de la fonction publique, premier point. Et puis deuxième point, comment vous arrêtez des routiers ? Sinon en leur donnant quelque chose. Et la seule façon de leur donner quelque chose, c'est de jouer sur les décrets d'application de ces ordonnances. Et la question, c'est est-ce qu'on va leur donner avant la manifestation du 25 ou juste après? A priori plutôt après, pour jauger la mobilisation et puis pour dire on vous a entendu, mais je ne doute pas une seconde que les routiers vont obtenir quelque chose parce que c'est à peu près la seule profession avec les agriculteurs capable de bloquer toute la France, et ça je pense que personne n'en a envie, et surtout pas le gouvernement. Et jeudi et samedi prochain, on regardera la jauge de mobilisation, bien sûr. Mais évidemment. Celle-là, elle est utile pour le gouvernement, parce qu'elle montrera, y compris aux Européens, que bien Macron c'est différent, il tient bon face à l'opposition. La seule chose qui peut être inquiétante pour le gouvernement, me semble-t-il, dans ce catalogue qu'on a vu, c'est la manifestation des fonctionnaires. Parce qu'elle est unitaire, et parce qu'elle peut, si elle apparaît comme corporatiste, peut-être qu'elle ne touchera pas l'ensemble des Français. Mais vraiment, il a manqué, pendant la campagne d'Emmanuel Macron, une vision de la réforme de l'État, qui ne nous a pas expliqué quel rôle pour l'État, quel rôle pour les fonctionnaires, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce que l'État garde, qu'est-ce que l'État délègue. Or, il annonce des baisses, des suppressions d'emplois dans la fonction publique et aussi des privatisations. Donc, quel rôle va être gardé aux fonctionnaires? Donc, si les Français ont l'impression que c'est le rôle de l'État qui est remis en question de façon un peu sauvage, ils ne joueront pas le jeu. Si on leur explique, et ça n'a pas été fait, ça, contrairement aux ordonnances, contrairement aux autres réformes, ça n'a pas été fait pendant l'élection présidentielle, bizarrement pour un rocardien comme Emmanuel Macron, ou en tout cas un héritier de Michel Rocard qui tenait particulièrement à la réforme de l'État. Ça, c'est un sujet important et on verra effectivement comment ça se passe. Et puis il y en a d'autres qu'il faudra regarder aussi, c'est les retraités. Alors, ils n'ont pas du tout l'habitude de manifester, il n'y aura pas de... C'est la CGT, les retraités, c'est la CGT. Mais simplement, il y a un mouvement qui gronde,
très profond qui ne se verra pas, parce que là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce que vous disiez, ça n'est pas des manifestations visibles, ils seront peu nombreux, c'est pas des gens qui traditionnellement vont prendre la rue. Mais c'est beaucoup plus sournois, en quelque sorte, c'est que les retraités, aujourd'hui, ont le sentiment qu'ils sont un peu les dindons de la farce, parce que notamment, toutes les dernières mesures, le fait de geler les rendus du livret A, par exemple, eh bien ça touche en particulier ceux qui ont un peu d'épargne, mais pas suffisamment pour les mettre en action, et qui, eux, pour le coup, vont voir les rendements de leur épargne plutôt gelés, alors que d'habitude, ça touche en particulier les retraités. Attention aussi à la rentrée universitaire, parce que pour le moment, c'est en deçà des radars. Et attention à ça. Les universitaires, c'est des gens sachant que quand je disais c'est la CGT, je parle de ceux qui vont manifester, parce que ce sont des syndiqués CGT qui sont retraités de syndiqués CGT. Mais vous avez tout à fait raison, l'opinion dans les sondages peut se montrer. Et puis il y a une chance pour le gouvernement, c'est que cette fin 2017, surtout 2018, hormis les sénatoriales, il n'y a pas de scrutin. Pas de scrutin à l'horizon. Puisqu'on parle de cette rentrée... Les sénatoriales, mais effectivement... Ce ne sont que les grands électeurs qui votent. Mais on regardera ça quand même dimanche. Puisqu'on parle de rentrée, la rentrée du FN, elle est difficile. Alors, elle est rendue d'autant plus difficile, les amis, si vous suivez l'actualité politique, par ce qu'on appelle le couscous gate. Vous dites, il se fout de nous. Non, mes chers amis. Le couscous gate, c'est un dîner de Florian Philippot du côté de Strasbourg, avec des élus, avec des amis. Et alors, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de militants du Front National disent, il est gonflé, le couscous, bien sûr, il aurait plutôt mieux fait de partager un plat traditionnel qui est la choucroute. Alors, ça a pris une ampleur durant le week-end incroyable, à tel point que Philippot a dit, mais lui-même s'en est défendu en disant, mais on a affaire à des crétins. Et tout à l'heure, vous étiez avec Sophie Montel, l'eurodéputée Front National, qui s'adressait à cette photo. Oui, bien sûr, elle est en face de Florian Philippot, elle s'adressait à cette partie des militants qui réagissaient sur les réseaux sociaux. Ça en dit long sur le niveau d'un certain nombre de militants ou d'un certain nombre de personnes qui grouillent autour du Front National. C'est assez inquiétant, comme il est assez inquiétant, alors que nous sommes dans le cadre de la refondation, qu'un certain nombre de mes collègues, de cadres dirigeants du Front National, s'inquiètent de l'existence d'une association de loi 1901, les Patriotes, créée par Florian il y a quelques mois, dans le cadre de la refondation voulue par Marine Le Pen, et qui suscite aujourd'hui une espèce de montée en puissance et d'agressions diverses et variées sur les réseaux sociaux, sur les antennes des médias. Voilà, tout ça, je dois dire, moi, m'inquiète profondément. Donc, finalement, on pouvait prendre à la légère ou avec humour ce couscous-gate, mais pas du tout. Ça en dit long sur ce qui se passe en ce moment, où la ligne de fracture au sein du FN. Attention, elle dit sur ceux qui grouillent autour. J'ai bien compris. C'est très juste. Son mot est particulièrement choisi, parce qu'au fond, et d'ailleurs, quand vous parlez de l'autre côté avec quelqu'un comme Louis Alliot, qui en ce moment est en guerre ouverte avec Florian Philippot, il dit sur le fond, bien sûr, on le voit bien, et d'ailleurs Louis Alliot a fait tout un discours ce week-end dans sa circonscription dans laquelle il exprimait ses désaccords profonds avec la méthode Philippot. Pour autant, il vous dit cette histoire de couscous, c'est ridicule, et c'est en fait les identitaires qui sont agrégés autour du FN. Mais bien sûr que ça se rajoute au climat global de mise à distance de Florian Philippot par la troupe de Le Pen. Et pour compléter, Nicolas B, qui était sur le plateau d'Olivier Truchot, a essayé de désamorcer cette polémique. Elle est juste représentative d'un climat, parce qu'elle a enflammé quand même les réseaux sociaux. Et quand même, c'est assez symbolique. C'est-à-dire que une telle image, l'idée du couscous peut poser un problème à l'intérieur du Front National. Donc c'est vrai que à l'intérieur et à l'extérieur de ceux qui grouillent autour des identitaires, des militants extrémistes, encore plus extrémistes. Donc je suis d'accord, il ne s'agit pas de dire que c'est ligne de clivage astronomique. Mais quand même, ça en dit long sur le climat et sur le fond. Après, il y a une chose que dit Sophie Montel qui n'est pas tout à fait juste, c'est que les Patriotes, il a créé l'association au lendemain de la défaite de Marine Le Pen, pas au moment de la refondation. Et qu'il entend garder la tête de cette association, il ne veut pas la lâcher, Philippot. Il l'a dit. Un rapport de force qui est en train d'essayer de s'établir en prévision du congrès de mars 2018, dans lequel Louis Alliot veut aussi jouer un rôle, dans lequel Marine Le Pen ne veut pas céder, dans lequel Nicolas B veut aussi jouer son rôle. Et donc, il y a, autour de cette affaire du couscous et de la choucroute, entre guillemets, bien sûr, il y a les rapports de force qui se jouent à l'intérieur du Front National. Et effectivement, ils sont très tendus. Laurent Neumann ? Deux questions. Est-ce que, par hasard, Florian Philippot ne serait pas en train de préparer sa sortie ? C'est une question que je vous pose. En tout cas, tous les éléments, tous les jalons sont en train d'être posés. Et il sera d'ailleurs l'invité demain matin de Jean-Jacques Bourdin. C'était peut-être pas son souhait
C'était sans doute pas son souhait, mais peut-être que c'est ça qui est en train de se jouer. Et puis la deuxième question qui se pose, on est en train de tout refonder, paraît-il, au Front National. On veut changer de siège, on veut changer le nom, on veut changer de ligne, on veut changer de programme, etc. Mais est-ce que la question, la seule et unique, n'est pas la question de la crédibilité de Marine Le Pen? Et par définition, c'est la question que personne ne peut poser. Je note quand même que dans un parti qui a le culte de l'autorité, le culte du chef, tout ce qui est en train de se passer ne s'est pas passé avant l'élection présidentielle, mais depuis, sans doute parce que son autorité a été battue en brèche. Et justement, le couscous gate, ça vous fait réagir encore sur Twitter ce soir dans ce 20h politique avec d'abord le président de la République à l'ONU. Monsieur Macron à l'ONU sera-t-il être aussi grandiloquent que de Villepin et remporter le vent d'or, à savoir discours beau mais inutile? On se souvient que ça n'avait pas empêché la guerre en Irak, effectivement, en 2004. Cette affaire de couscous qui secoue le Front National, quelle boulette! Je sens les jeux de mots là à venir. Alors, 1, 2, on y va. On a un risque de guerre nucléaire en Asie, une catastrophe climatique aux Antilles, et on a le couscous gate en France. C'est vrai que c'est quand même... Et ensuite, lamentable. Tension et débat en interne autour des goûts culinaires de Florian Philippot pourrait bientôt être baptisé le couscous clan. Voilà. Eh ben c'était la dernière. C'est ce qu'on appelle une belle brochette de Oh merci. Personne n'a fait que ça pédale dans le smoule au Front National. On pouvait l'ajouter aussi. Dans un instant, nous on se retrouve en direct pour le 20h30 live. Nous serons du côté de la